Prenez votre temps, loupez pas la dernière marche. Bien, donc merci à toutes et tous d'être restés ou de nous rejoindre éventuellement, si certains ont eu leur journée de travail et n'ont pas pu se libérer pour assister aux différents débats de la journée. Je me présente, je suis journaliste, je m'appelle Emmanuel Faure, je travaille dans l'audiovisuel public. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et il y a 8 invités, 8 intervenants qui j'espère vont vous passionner par leurs propos, par leur engagement, par leur volonté, par leur envie très communicative de parler d'environnement. Environnement qui est au cœur de notre vie, nos préoccupations quotidiennes, celles des gens que vous êtes, celles des collectivités que vous représentez pour certains d'entre vous. Et puis paradoxalement, on peut s'apercevoir qu'il y a un petit manque au niveau de l'éducation. Alors est-ce que l'éducation ne fait pas, ou est-ce que l'éducation fait mal, ou est-ce que l'éducation ne fait pas assez? Ça, ce sont nos débatteurs qui vont vous dire ce qu'ils en pensent, même s'il y a des choses tout de même qui sont faites. Tout le monde a forcément un avis sur la question. Après, quid de la qualité, quid de l'efficacité, parce que ce qui compte, évidemment, en matière d'environnement et d'écologie comme dans le reste, c'est ce qui marche, ce qui fonctionne. Quel programme éducatif à l'environnement mettre en place? Comment faire comprendre qu'on peut faire des choses et lesquelles? Alors je vous propose 3 points sur lesquels vont intervenir nos 8 intervenants. Le premier, la transition écologique. Que faut-il faire? Vite et bien, oui, mais quoi? Quels sont les leviers pour ça? Est-ce qu'ils sont suffisants? Ou est-ce qu'il faut, le cas échéant, en inventer de nouveaux? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut laisser faire ou faire faire? Ou bref, voir des initiatives ici et là se développer et prendre le train en marche. Et puis le rôle de l'éducation. À quoi et comment? Qu'est-ce qui fonctionne, comme je disais, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour les enfants, pour les adultes? Bonsoir, Claire Guillet. Vous êtes enseignante? Alors on va prendre le micro. Vous allez prendre le micro. Enseignante, donc en français? Oui, tout à fait. Dans un collège? Oui, au collège, un collège des Essarts, pas très loin d'ici. Un collège des Essarts. Et qu'est-ce que vous dites de l'écologie à vos élèves, de l'environnement largement? Alors on en discutait juste avant avec Christelle. On n'a pas entendu ce que vous avez dit avant. Ah oui, alors justement, il y a quand même, je pense, un manque, alors peut-être du point de vue de la formation des enseignants. Pardon, en 2 mots, parce que chacun va dire un petit mot. Je vais faire vite. Voilà, là, vous allez prendre la parole après. Qu'est-ce qu'on en dit, nous? Qu'est-ce que non, qu'est-ce pas nous? Ce que moi j'en dis, d'accord. Ce que j'en dis, c'est qu'on a beaucoup à faire. Bon. Et il y a de la pédagogie à faire. Bon. Louis Spinassous, bonsoir. Bonsoir. On va vous présenter quand même si beaucoup de gens vous connaissent. Non, ça marche. Non, je parle devant, ça marche. Auteur, laissez-les grimper aux arbres. C'est vous qui avez écrit ça? J'assume. Très bien. Éducateur nature? J'assume. Peut-être même le premier d'entre eux? Héberger. Parmi les premiers. Ouais. Héberger dans les Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait. Très bien. Bon. Responsabiliser les enfants ou pas? Oui ou non? Surtout pas. Surtout pas. Très bien. N'en dites pas plus. Surtout pas responsable. Non, n'en dites pas plus. Surtout pas responsable. Faites-moi envie, n'en dites pas plus. Merci. Louis. Surtout pas. Céline Urzo. Céline Urzo, bonsoir. Parler nature. Pas qu'on va avoir du mal. Bonsoir Céline Urzo. Bonsoir. Moi aussi je parlais de nature, pas d'environnement. Plutôt. Parce que je préfère le terme nature parce que c'est celle qu'on peut toucher et on peut être touché par elle également. Donc l'environnement englobe la nature? L'environnement, c'est ce qui nous environne? La nature fait partie de l'environnement, peut-être. Et vous présidez la Fédération nationale des clubs nature? Ça connaître et protéger la nature. Connaître et protéger la nature. Ça consiste en quoi pour vous? Pour mettre un maximum d'enfants dehors, vivre des expériences de la nature et connaître la nature pour apprendre à la protéger en conscience. Et parmi ceux qui appartiennent à votre fédération, il y a la Citadelle, représentée par son directeur? Oui. Hervé Gaury, bonsoir. Bonsoir. La Citadelle, tout le monde connaît? Ah, tout le monde connaît peut-être pas. En 2 mots? En 2 mots. Association d'éducation à l'environnement, qui existe donc depuis 40 ans, et qui agit essentiellement avec les jeunes publics pour faire de l'éducation à l'environnement, à la nature, et c'est pour ça qu'on est adhérent de la FCPN, mettre les enfants dehors et leur faire connaître ces milieux de vie où ils sont quotidiennement. Bon, on va faire un petit peu de pédagogie sur ce que vous dites. Ça fait 2 qui disent mettre les enfants dehors, il ne s'agit pas de les virer, donc ce soir, on a bien compris. Il s'agit de les mettre au contact de la nature. On est bien d'accord? Oui. Très bien. En revendiquant d'être de l'éducation populaire. Très bien. Oui, tout à fait. Christelle?
Oui. Christelle Ferjou, bonsoir. Ancienne enseignante en maternelle? Oui. Oui, ça c'était avant. Et aujourd'hui? Je suis toujours professeure des écoles, hein, ça reste mon statut, mais aujourd'hui je suis conseillère pédagogique départementale. Dans les Deux-Sèvres? Dans les Deux-Sèvres, donc juste à côté d'ici. Et auteur d'ouvrages également? Oui, autrice et également jardinière paysanne. C'est quoi ça? Je suis ce qu'on appelle exploitante agricole sur une ferme, donc je suis double active sur une ferme de 50 hectares dans les Deux-Sèvres. Très bien. Bonsoir Patrick Berry. Bonsoir. Sociologue. Oui, on fait ce qu'on peut. Nantais. J'assume aussi. Nantais, ça va, c'est pas un défaut non plus. Presque non. Presque Nantais. Vous travaillez sur la promotion de la santé et les campagnes environnementales. Je travaille sur la promotion de la santé et je fais des études environnementales. Ouais, j'accompagne plutôt les politiques publiques. Très bien. Donc les collectivités Collectivités, services de l'État, qui etc. veulent mettre en place des programmes et qui vous demandent conseil pour éviter de se tromper. Ils souhaitent travailler sur l'aménagement des milieux et les politiques environnementales. Ouais, enfin qui souhaitent ou qui sont contraintes à le faire. Très bien. Bonsoir Salomé Guédon. Bonsoir. Vous êtes étudiante Oui, exactement. à la Sorbonne? Oui. Bravo. Vous aimez Paris? Oui, mais Oh là, j'aime bien. oui, mais vous préférez la Vendée? Mais je préfère la Vendée, c'est ça Pourquoi? exactement. Il y a plus de nature. Ah oui, complètement. Complètement. Donc Paris, ce sera une parenthèse. Ce sera une parenthèse pour moi, mais je pense qu'on a des choses à dire sur l'éducation à la nature par rapport à Paris, par rapport aux grandes villes de manière générale. Mais quand vous êtes à Paris, vous êtes content d'étudier. Vous À étudiez quoi d'ailleurs à la Sorbonne? Les lettres. Les lettres. Mais vous êtes content de revenir en Vendée, pourquoi? Parce que Parce qu'il y a cette nature qu'on voit directement. Voilà. ça vous manque. Oui. C'est pas très vert à Paris. C'est des petits parcs très artificiels, on va dire. Ça n'a rien de naturel. La transition écologique. On l'a fait ou on l'a fait pas? Il faut ou il faut pas? C'est un impératif ou c'est un projet comme ça et puis ça passera de mode un jour? Donc Céline en a raison. Moi j'ai envie d'entendre la réponse de Céline d'abord. Dans notre sphère éducative des clubs nature, on pense que la transition, bien sûr qu'elle est nécessaire, mais comment actionner les leviers pour changer les comportements et faire évoluer? Comment on devient protecteur de nature? Ça ne se décrète pas et ça s'apprend. Et pour nous, dès le plus jeune âge, dès qu'on peut vivre des expériences de nature, apprendre la nature de manière concrète, comme je le disais, toucher la nature et être touché par elle, construire notre lien et notre relation à la nature, pour nous, ça peut être un vrai déclencheur et un préalable à tout ce qu'on peut parler. C'est pas parce qu'on touche à la nature qu'on est forcément touché par la nature. Ça, c'est la sensibilité de chacun. Justement, on est là pour accompagner, outiller les accompagnateurs de nature, les passeurs, les enseignants, les parents, les personnes qui ont envie d'accompagner les personnes à créer leur lien à la nature. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un syndrome de manque de nature dont on a parlé ce matin longuement, et un déficit des expériences de nature qui font que forcément on ne peut pas agir et devenir l'éco-citoyen qu'on attend de nous. Bon, mais là, il y a un réel danger. Là, maintenant, il faut absolument éduquer ou sauver l'environnement d'abord. On sauve l'environnement et on éduque après en disant surtout maintenant ne polluez plus, ou on fait l'inverse? Pour nous, le lien à la nature est un préalable à l'action. Et en fait, donc d'abord, la prendre, la toucher, se laisser séduire par la nature, et ensuite agir en sa faveur. Si on ne porte pas attention, si on ne prend pas le temps de prendre soin et de soi et de l'autre et de notre relation à la nature et aux autres, si on n'a pas ce triptyque-là, on va parler qu'avec des informations qui vont être culpabilisantes et qui vont toucher qu'à la tête, mais pas au corps et au cœur. Ça, on travaille sur le corps et le cœur. Oui, je suis complètement d'accord en fait sur ce lien vraiment qu'il faut avoir à la nature et ce lien sensible aussi qui permet justement de toucher, comme vous dites, je trouve ça vraiment très très juste. Et ce que ça permet aussi dans notre prise de conscience par rapport à l'environnement et la manière dont on peut vivre dans cet environnement et dont on doit le protéger aussi. Ouais. Patrick, quand vous conseillez les collectivités en matière d'environnement, en matière de transition écologique, vous leur conseillez quoi concrètement? Parce que dans une ville, une collectivité, c'est une ville, une intercommunalité, un département, une région, il faut des résultats, il faut que ce soit tangible, visible. Je suis un peu sec sur votre question. La première question était, est-ce que la transition, on a le choix ou pas? Oui, de mon point de vue, on a le choix.
Complètement, on n'est pas obligé de travailler avec les collectivités ou avec les services de l'État pour amorcer la transition. C'est un choix idéologique, un choix politique. La question n'est pas tant si on doit le faire ou pas, la question c'est dans quelle société on veut vivre, quoi. C'est-à-dire comment on veut articuler le vivre ensemble dans une nature qui nous est plus ou moins proche. Et je rappelle encore une fois, au risque d'être particulièrement insistant, on est dans une société particulièrement inégalitaire, où la déconnexion de la nature ne se vit pas de la même manière selon notre position sociale et suivant le milieu de vie et le lieu où on est. Soyez un petit peu plus précis là-dessus, s'il vous plaît. Par exemple, c'est pas tout à fait la même chose en Vendée d'habiter en plein centre de La Roche-sur-Yon ou d'habiter en milieu pleinement rural. C'est pas la même chose d'habiter en Seine-Saint-Denis, pour faire très court et très caricatural, ou d'habiter dans la vallée ou d'être berger dans la vallée d'Ossau. On n'a pas du tout le même lien avec la nature, la même connexion au milieu de vie. Ça veut dire qu'on ne lui accorde pas la même importance C'est pas qu'on lui... Non, pas du tout. C'est pas qu'on lui accorde la même importance. Les gens accordent la même importance au milieu qui les entoure. C'est juste que le rapport, il s'exprime pas du tout de la même manière. Il se vit pas de la même manière au quotidien. C'est juste ça. Mais il y a une même importance. Dans les deux cas, on est autant conscient dans les deux cas, qu'on vive en Seine-Saint-Denis ou dans la vallée de Louis, qu'il faut préserver cette nature, quand on en a besoin. Non, on n'est pas tout à fait conscient de la même manière qu'il faut la préserver et le rapport à la nature n'est pas tout à fait le même. C'est ça elle ne se vit pas au quotidien de la même manière. Et donc la connexion à la nature quand on vit à Paris ou quand on est étudiant à la Sorbonne ou quand on est femme de ménage dans les hôtels de luxe et qu'on rentre en Seine-Saint-Denis le soir, le rapport à la nature n'est pas du tout le même. Il se construit socialement le rapport à la nature. Il se construit d'abord par l'éducation familiale. Et puis ensuite, il se construit dans les interactions qu'on a avec notre milieu, dans les relations qu'on a les uns avec les autres. Et donc, dans une collectivité ou dans une politique publique, il faut prendre en compte cette hétérogénéité forte, sinon on fait du dégât social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un discours sur le rapport à la nature englobant, comme si la population était un gloubi-goulba très homogène, etc. Il faut prendre en compte les différences de population et les différences de représentation sociale. Sinon, on risque d'être un peu malveillant. Ouais. Claire, vos élèves, pareil, c'est pas homogène. Hein. Les élèves, c'est des individus, hein, chacun avec sa sensibilité, son originalité, etc. Comment vous procédez, vous ? On procède comme on peut, on part en séjour, en classe de neige, on essaye de nommer ce qui nous entoure. Alors, j'ai eu la chance de faire partie du club nature pendant plusieurs années, donc on a appris des choses, on a appris à reconnaître une plante, un insecte, voilà. Et c'est vrai que c'est peut-être inconsciemment par une remarque, une observation qu'on peut faire un élève, qu'on aide à créer ce lien. Vous parlez de transition écologique, c'est l'avenir. L'avenir, c'est nos jeunes, en fait. Donc, et alors, les jeunes que vous côtoyez, vous leur dites c'est votre avenir, bon, et puis ça leur passe au-dessus du cigare, ou au contraire, ils ont vraiment conscience que c'est leur avenir, qu'ils ont un rôle à jouer, et ils entendent bien le jouer, mais lequel ? Oui, non, après, je pense que, comme dit M. Espinassou, les jeunes doivent d'abord apprendre à être heureux dans la nature, pour ensuite être... mais vous sentez cette préoccupation chez eux ? Non, ils sont innocents, les enfants. Alors sans doute qu'ils entendent des discours, ils entendent des choses par les médias qui peuvent être anxiogènes. Je pense que c'est quand même une vérité. Même, je pense qu'en tant que jeune adulte, c'est des questions qui nous préoccupent. Maintenant, je pense pas que notre rôle, ce soit de les culpabiliser, ou en tout cas d'essayer de parler de ce qui peut les menacer pour l'avenir. Je pense qu'au contraire, il faut réussir à leur permettre d'expliquer, de comprendre ce qui les entoure, de nommer ce qui les entoure, et après, peut-être, en étant adultes, ils se poseront les bonnes questions et ils œuvreront pour cette transition écologique. Ouais, Hervé Gauvry, là on a eu deux choses intéressantes, entre autres. La connaissance d'abord, nommer les choses, hein, c'est ce que nous dit Claire, qui a fait partie des clubs nature de la CICEDEF, peut-être comme certains ou certaines d'entre vous. Donc vous avez appris, hein, Claire, à nommer les choses, à connaître les herbes, les plantes, les insectes, etc. D'abord la connaissance avant l'action. Ça, c'est indispensable. Mais je dirais qu'avant la connaissance, il faut se tromper. Il ne faut pas avoir peur de nommer l'épine noire aux épines et inversement. C'est pas si grave que ça. Ça, c'est mon grand problème. Voilà, ça ne m'étonne pas. Et là, il y en a un, on fait de l'apéritif, pas l'autre. Donc il faut quand même le savoir. Mais je dirais qu'avant de connaître, il faut d'abord apprécier d'être dedans, de toucher, de sentir. Là, quelqu'un me disait tout à l'heure, aujourd'hui avec le soleil, il y a plein d'odeurs qui sortent. Ben ouais, les aubépines aujourd'hui, elles ont dû exploser en floraison. Ah bah, quand on roule en voiture, on baisse la vitre, on sent comme ça sent bon.
bah, ça s'en prend parce qu'il y a de l'aubépine. Donc c'est ce que disait Céline tout à l'heure, se laisser gagner par la nature. C'est ça. Et après, les connaissances, c'est la deuxième étape. Et c'est sûr que c'est certainement important de connaître au moins un peu, d'avoir un minimum de culture nature pour ne pas se retrouver à cultiver des actions anxiogènes, des choses comme ça, être complètement paniqué parce qu'il y a un frélon qui rentre dans la maison ou des choses de ce type. Tout simplement, il y a des tas d'insectes qu'on côtoie tous les jours qui ne sont pas dangereux, mais moi ce que j'observe aujourd'hui quand je rentre dans une école CE2 ou CM1, c'est que quand on commence à leur poser des questions sur les petites bêtes, c'est que les petites bêtes qui piquent. Et ils ont peur, ils ont vraiment peur. Donc ça c'est les parents, enfin travail. Les parents et les enfants, c'est un fait de société, c'est de génération en génération. C'est-à-dire que, comme l'a dit Céline, un gamin qui a peur de se poser les fesses dans l'herbe, à 15 ans, il aura certainement très peur des frélons, et puis à 30 ans, il ne voudra certainement pas d'herbe et d'arbres dans son jardin. Parce qu'il aura la trouille, tout simplement. Ça ne sera pas familier. Protéger la nature, ça ne se décrète pas. Ça a été dit, je crois, par Céline tout à l'heure. Ça ne tombe pas du ciel. On ne protège pas la nature si c'est un truc complètement artificiel. On va protéger un truc qui ressemble à la nature. On va peut-être donner un peu d'argent pour qu'il y ait la fondation Truc-Muche qui nous plante 500 arbres dans le fin fond de telle ou telle campagne. Mais ça ne sera pas la même protection. Les gens qui aiment la nature, ils ne la protègent même pas, ils vivent avec parce qu'ils ont envie de vivre avec. On ne parle même plus de protection. C'est une question de relation intime, sympathique, heureuse, simple. Je disais, je ne sais plus qui, en préparant le colloque, dimanche après-midi, j'aurais sûrement besoin de m'allonger dans ma chaise longue sur ma pelouse. Pourquoi? Parce que quand je vais me réveiller de ma sieste, je vais voir des mésanges en train de bouffer des acariens dans la... Bouffer, ça se dit pas, sur un plateau. Ils seront là dans l'arbre en train de gober des petites bestioles qu'elles trouvent dans l'écorce du chêne. Alors moi, ça me rend fou de voir un truc pareil. Vous pouvez m'envoyer à l'autre bout de la planète voir un truc rare, mais je préfère voir les mésanges en train de manger dans le chêne. Christelle, vous faites quoi vous dimanche? Vous avez regardé aussi les mésanges? Plutôt les abeilles. Les abeilles. Vous, c'est plutôt les abeilles? Les mésanges aussi, bien sûr. Mais en c'est ce moment, là, c'est justement avec l'aubépine qui commence à fleurir. On a pas mal de boulot pour préparer les hausses. Cette transition écologique, c'est quoi la priorité pour vous? Pour moi, la priorité, c'est effectivement d'emmener les enfants dehors, de cultiver leur lien à la nature. Et alors là, je vais parler avec ma casquette d'enseignante et de formatrice. Pour moi, l'école, elle a un rôle fondamental aujourd'hui à jouer pour permettre au plus grand nombre et à tous les enfants, justement, tu parlais d'inégalité d'accès à la nature. Je crois que l'école, elle permet à tous les... Enfin, si on emmène à l'école les enfants dehors, eh bien, peut-être que oui, ce lien à la nature, ça va développer. Enfin, c'est d'abord un lien sensible à cette nature. Tu parlais d'expériences de nature. Aujourd'hui, on assiste vraiment à une extinction des expériences de nature. C'est-à-dire, soyez plus précise là-dessus? Eh bien, en fait, même des enfants en milieu rural, en Vendée, qui ont un jardin, ne connaissent plus cette nature, mais parce qu'ils n'y vont plus. Ils vont plus dans le jardin, ils vont juste pour faire un coup de balançoire, ils n'observent plus. Plus de temps à l'intérieur, dans leur maison, dans leur chambre. Et donc, même un enfant en milieu rural, finalement, il ne vit plus de moments d'émerveillement dans la nature, parce que ces moments d'émerveillement, on ne les vit pas non plus tout seul. On les vit avec d'autres, avec ses grands-parents, avec le copain d'à côté du quartier. Enfin, c'est aussi un collectif. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai plutôt grandi en ville, mais toutes mes vacances d'été, c'était en bord de mer ou sur l'eau. Et ce lien à la nature, moi, je ne l'ai pas tissé dans un club nature comme ça a été présenté tout à l'heure, mais moi, j'ai tissé dans mon quotidien de jeux libres, parce qu'on me laissait libre de jouer dehors sur la plage. Et c'est comme ça que j'ai tissé mon lien à la nature.
Louis Espinassous, vous, votre lien avec la nature, il vient d'où? Alors, je vais d'abord répondre à ta première question. Ouais. Excusez-moi, je suis plutôt tutoyeur. Vas-y. On est juridiquement adulte, donc responsable à 18 ans. Ouais. 2, on est neurologiquement adulte entre 25 et 28 ans selon les personnes. On est fini sur le plan neurologique et en particulier les dernières connexions neuronales, c'est entre le rationnel et l'affectif. Voilà, je considère comme dramatique qu'on fasse chier des gamins qui n'ont pas les neurones connectés pour ça, avec la responsabilité de l'avenir. C'est monstrueux. C'est monstrueux juridiquement, parce qu'on est juridiquement adulte qu'à partir de 18 ans. C'est monstrueux neuronalement, parce qu'on est complètement responsable et adulte entre 25 et 28 ans. Avant, si... Alors déjà, en plus, les médias font largement ce travail. Qu'est-ce que ça donne? Comme ils n'ont pas les neurones suffisamment connectés entre le rationnel et l'affectif, ça donne des échos anxieux. Échos anxieux dès l'enfance, qui vont être des échos anxieux dès qui vont devenir adultes, avec deux seules possibilités de réagir, si on peut dire. L'une, le fameux freeze, je m'écrase, je pars en dépression, de toute façon tout est foutu, et c'est pas la peine que je me bouge le cul, parce que de toute façon tout est foutu. Soit je deviens une ou un écolo agressif, et je ne suis que dans l'agressif, le vindicatif, et de toute façon c'est tous pourris, c'est tous des cons, il n'y a que moi qui ai raison, et c'est aussi contre-productif. Donc, en tant que citoyen, j'ai effectivement des opinions et des luttes militantes par rapport à la transition écologique, etc. Mais c'est mon rôle de citoyen individuel que j'exerce en tant qu'adulte responsable. Et puis, j'ai un boulot d'éducateur. Et effectivement, c'est, voilà, tu disais le premier, non, il y avait les collègues de même âge et de la même année, dans les années 70, ils ont effectivement inventé l'animation nature. Moi, dans mon petit coin, j'ai inventé l'éducation nature, parce que je suis d'abord un éducateur. Et mon boulot, je termine, et mon boulot, c'est d'éduquer, c'est-à-dire de permettre de grandir et de permettre, l'article 26 de la Déclaration des droits humains, le plein épanouissement. Bon, donc globalement, c'est de faire des échos joyeux. On va mettre un bémol, parce que regarde les deux jeunes femmes qui sont à tes côtés là. Elles ont appris la nature, l'écologie, l'environnement, mettons-le, dès leur tout jeune âge. Donc c'est pas incompatible avec ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que les connexions neuronales se font quand on a 25-28 ans. Mais et avant, on les responsabilise pas. Elles ont découvert plein de choses. Ah, mais moi aussi. Non, je dis toutes les connexions neuronales que sont faites. Depuis juridiquement 18 ans. Oui. Et neuronalement, effectivement, entre 25. Il faut pas éduquer donc les le enfants moment. Il ne faut pas éduquer les enfants trop jeunes à la nature. Non, c'est pas du tout ça que je dis. Il faut éduquer les enfants, point à la ligne, tant qu'ils sont jeunes. Oui. Les éduquer à devenir des gens joyeux, oui. Des gens optimistes, des gens qui aiment bien la victoire, qui aiment bien réussir. Je pèse mes mots, je suis un homme de gauche, complètement de gauche, mais j'en ai marre que la victoire et la réussite soient réservées à d'autres visions politiques. Oui. Voilà. Il faut faire des gamins qui auront envie qui aimeront effectivement la nature, qui aimeront les autres humains, et qui, quand ils seront en situation juridique d'être responsables, pourront mouiller la chemise, effectivement, mais mouiller la chemise positivement pour leurs frères humains et pour la planète. Et pour ça, il ne faut pas les bassiner, il ne faut pas les faire chier avec le militantisme de base sur on est tous foutus, on va crever, il faut faire quelque chose, et surtout, ce fameux truc
de l'enfant prescripteur de l'adulte, vouloir passer par l'enfant pour faire notre boulot, Pour éduquer les parents. pour éduquer les parents. Ce qui est monstrueux. Alors, est-ce qu'il y a assez de leviers ou pas dans tous les systèmes de club nature, les systèmes de l'éducation nationale, etc. Est-ce qu'il y a assez de moyens pour éduquer à la nature? Oui ou non? Ou alors il faut en inventer de nouveaux? La réponse est bien entendu non, pas assez. Bon, alors on va passer un Mais il y a peu des la gens parole qui aux autres, bossent on va énormément, partager. il y a des Christelle et autres qui bossent énormément, et les choses Eh ben, sont en train de bouger positivement. Christelle, alors, est-ce qu'il y a assez de choses de fait ou est-ce qu'il faut inventer de nouveaux systèmes? Alors appelons ça comme vous voulez, hein, de nouveaux systèmes, de nouveaux modules d'éducation, de nouvelles choses pour éduquer. Il n'y a jamais assez de choses de faites, mais il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Partout en France, dans les écoles, on voit se développer des pratiques de classe dehors. Donc, ça veut dire des enseignants sortent avec leurs élèves pour continuer à faire classe. Et les élèves... Là, vous parlez uniquement de matière genre sciences et vie de la Terre ou Non, ben non, toute non, matière non. confondue? Non, c'est vraiment l'idée de faire classe. On peut apprendre l'anglais dehors? On peut apprendre l'anglais, enfin, toutes les disciplines peuvent être apprises dehors, mais pas seulement. En fait, l'intérêt de faire classe dehors, pourquoi, enfin, quelle est la différence entre faire classe dedans et faire classe dehors? Eh bien, quand on emmène les enfants faire classe dehors, on va les confronter à un espace de nature beaucoup plus complexe que celui de la salle de classe. Alors, bien évidemment, on peut se questionner sur, mais ils vont être déconcentrés, ils vont être attirés par plein de choses. Ben oui, bien sûr, parce que quand on est dehors, il n'y a pas seulement l'enseignant qui enseigne à l'enfant, le dehors, le vivant enseigne tout court à l'enfant, mais c'est de ça dont il faut se saisir. Donc ça nécessite de la part de l'enseignant mais une autre façon aussi d'enseigner, parce que le point de départ, il faut se décentrer et partir des centres d'intérêt des enfants, parce qu'un enfant a toujours envie d'apprendre. Si on lui laisse du temps, si on s'appuie sur leur joie et leur plaisir, un enfant, il n'a qu'une envie, c'est d'apprendre et grandir. Enfin, c'est en lui. Donc si on lui propose des conditions adaptées pour ça, eh bien il va continuer à grandir. Donc il faut ouvrir les salles de classe. Il faut faire sauter les murs, les portes et tout le monde dehors. Désincarcéré. C'est ça. Vous pensez qu'à la Sorbonne, Salomé, c'est une bonne solution pour mieux apprendre? La Sorbonne, c'est un autre univers parce qu'on est passé du côté de l'université. Donc je pense que... C'est là aussi où on apprend. Hein. Oui, alors je pense qu'on est juste à côté des jardins du Luxembourg, à la Sorbonne. Je suis persuadée qu'il y a des cours qui se font dehors. Et je trouve ça incroyable. Alors pour ma petite échelle des lettres, je ne l'ai pas connu à l'université, mais je pense que le dispositif est tout à fait adaptable de ce que j'avais pu avoir comme cours dehors là aussi quand j'étais au lycée. Et comme tu le disais, le milieu apprend et le milieu inspire aussi. Et ça permet... Vous avez appris dehors là? Oui, complètement. Enfin, en fait, j'ai l'exemple notamment d'un cours de français, de littérature, où on avait quelque chose à écrire, je ne me souviens même plus le thème exact, mais où la prof nous avait dit sortez dehors, voyez autre chose, mettez-vous dans votre bulle, et le milieu, la nature, nous apporte quelque chose de plus qu'on n'aurait pas dans cette salle de classe où on est vraiment avec notre chaise, notre table. Et on a aussi une relation, je trouve, qui est différente aux autres. On a une communication qui change un petit peu le fait de... Les relations entre les gens changent quand on est dehors par rapport à l'intérieur. Oui, je trouve. Parce que là aussi, on décompartimente. Je ne sais pas si c'est exactement français, mais on retrouve un lien qu'on peut avoir en dehors de ce côté très formel de la salle de classe. Il y a un côté M. Keating dans le cercle des poètes disparus. Un petit peu. Forcément de l'inspiration. Oui, Hervé? Oui, tout à fait. Je trouve que, prends le micro, Hervé. J'ai plus la boîte à musique, j'ai perdu la boîte à musique. Oui, le cercle des poètes disparus, c'est un très bon exemple. Hein, effectivement, on permet, en étant en extérieur, de sortir de la copie conforme de ses petits camarades. Hein, et donc d'exprimer une liberté. Alors, si toutes les classes ne s'ouvrent pas, si tous les enseignants ne sont pas comme Christelle, etc., est-ce qu'on peut faire rentrer la nature dans la classe? Est-ce que, Céline, Hervé, est-ce qu'on peut amener la nature dans l'éducation nationale plus présente encore qu'elle n'est? Alors moi, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. Donc, je ne sais pas encore. Des fois, ça vient, il y en a qui s'y attendaient. Je vais faire
faire ce que je peux. Hein. Je vais faire ce que je peux. Mais, comment dirais-je, on peut quand même, et c'est ce qu'on a essayé de faire quand même à la Cicadelle depuis le début, depuis 40 ans, c'est de proposer des choses qui puissent aider les enseignants à faire cette démarche. Parce que c'est... Alors des gens comme Christelle, ils n'ont pas eu besoin de la Cicadelle pour amener les gamins dehors. Mais c'est quand même pas évident pour tous les enseignants. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même des enseignants qui ont subi beaucoup le syndrome de manque de nature quand ils étaient gamins. Et ça se voit. Hein. Moi qui Petite parenthèse, Christelle, justement, vos collègues, ils vous regardent comment quand vous sortez les élèves? Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ça va pas bien? Il y a une alerte incendie qu'on a loupée? Ou pourquoi elle est sortie? Bon, quand j'ai commencé en 2010, effectivement, la première réaction de mes collègues, je m'en souviens très bien, c'était mais tu les emmènes là-bas, mais il n'y a pas de barrière, c'est pas fermé. Comment tu vas faire? Et donc, enfin, moi, c'était une question qui m'avait même pas traversé l'esprit. Tout de suite, la sécurité. Tout de suite, effectivement, la sécurité. Et puis, en fait, après, de la curiosité. On sent parfois chez les collègues encore de la résistance parce qu'ils n'ont pas été formés à enseigner dehors. Ça s'apprend, enfin, c'est un métier. Là, vous êtes dans des bons exemples. Enfin, c'est vrai qu'être éducateur nature, c'est un métier. Mais finalement, enfin, moi, enfin, quand j'en parle avec les collègues, je leur dis, mais quand vous faites de l'éducation physique et sportive, mais vous sortez bien. Vous allez au moins au gymnase, donc vous savez emmener votre classe ailleurs qu'à l'école. Donc en fait, c'est des petits gestes, des micro-gestes qu'il faut peut-être un peu déplacer, mais finalement, un enseignant reste un éducateur. Donc faire classe dedans ou dehors, ça reste toujours faire classe. C'est toujours faire classe. Céline Lourdeau, il y a une grande différence entre des jeunes qui vont dans un club nature et ceux qui n'y vont pas. Quand vous les voyez grandir, vous les voyez grandir dans vos clubs. Vous voyez aussi d'autres jeunes qui ne vont pas dans ces clubs. Est-ce que vous sentez une différence de sensibilité, d'approche, de respect? Dans ce qu'ils deviennent, de toute façon, on a fait des enquêtes et ça a été prouvé que de passer par des expériences de nature et de vivre en plus l'expérience de club qui apprend à vivre des choses ensemble, je reviens sur le vécu, c'est quelque chose qui est vraiment important, de vivre les choses, vivre des expériences, c'est pas juste cumuler des activités où ça nous passe par au-dessus. Donc c'est vraiment avoir une approche sensible de la nature, prendre le temps de porter attention, qu'elle fasse vraiment partie. Tout à l'heure, vous utilisez notre environnement, et donc ça nous devient familier. Et donc, de vivre ces expériences de nature, on sait que c'est transformateur. Et aussi, le deuxième levier pour nous, c'est de connaître la nature qui nous entoure et de la faire sortir, comme Hubertus dit, la faire sortir de l'anonymat. Parce que tout simplement, si on nomme les choses, elles existent. Et du coup, si elles ont une existence, forcément, on va y porter davantage attention. Et c'est pour nous nécessaire d'apprendre à tout âge. Là, c'est jamais trop tard, mais plus on s'y prend jeune. Et moi, je suis assez optimiste parce qu'il y a les expériences de classe du dehors. L'année dernière, on a eu les rencontres internationales de la classe du dehors. Beaucoup de monde qui était rassemblé, avec aussi bien des élus, comme ce soir, plein de personnes différentes, parents, etc. Il y a plein de choses qui naissent. Les initiatives sont de plus en plus nombreuses. On n'a jamais eu autant de clubs de nature en France et à l'étranger. On a aussi les forest schools qui se développent, les pédagogies par la nature. Nous, on est une école de la nature. Mais tout ça, finalement, on va tous un peu dans le même sens. La finalité, c'est quand même de créer ce lien à la nature, mieux la connaître, et puis avancer ensemble et tous tirer dans le même sens. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, quelles que soient les pratiques qui se complètent. Patrick Berry, selon l'ADEME, 79% des 15-25 ans accordent une grande importance, ça va pas plaire à Céline, mais à l'environnement. Beaucoup jugent qu'il est trop tard pour agir et limiter le changement climatique avant qu'il n'entraîne des effets dévastateurs. Ça évoque quoi pour vous? Eh ben, ça m'évoque ce qu'on évoquait, c'est-à-dire le fait que beaucoup pensent qu'ils n'ont pas la main sur les choses. Et donc, il y a une éco-anxiété absolument dingue. Je pense qu'en même temps, on est une société... Enfin, l'éco-anxiété, elle est très complexe à aborder parce que je pense que la jeunesse se sent dépris
de ce qu'on appelle le sentiment de contrôle, l'auto-efficacité, l'empouvoirment, vous appelez ça comme vous voulez. Mais est-ce qu'elle est forcément négative à la base, l'éco-anxiété? Elle peut donner envie de réagir, justement d'inverser la tendance. Alors, ce qu'on voit en tout cas dans les modèles psychologiques, qui regardent bien cette question, c'est que quand on a un niveau d'anxiété trop important, c'est-à-dire une crainte, une peur, en fait, ça annule ce qu'on appelle le sentiment de compétence, c'est-à-dire le sentiment d'avoir la capacité à agir sur le milieu. C'est insurmontable. Donc ça, c'est absolument délétère, parce que quand on a un mauvais sentiment de contrôle, en fait, on n'est pas en bonne santé. Et on n'est pas en bonne santé, non seulement psychique et mentale, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas réduire cette question d'éco-anxiété à la santé mentale. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que c'est aussi une question de santé sociale, c'est-à-dire que ça annule la capacité à rentrer en relation les uns avec les autres. Et ça provoque ce que tu évoquais, c'est-à-dire du désengagement. Et ça, je pense que c'est très problématique, mais je pense que ça relève de la responsabilité des adultes. Le monde de demain, il est construit par les adultes. C'est sa responsabilité. C'est pas la responsabilité des gosses, des gamins, des ados. Ça, c'est notre job à nous, de structurer ce qui est un peu devant. Et je pense que l'éco-anxiété, elle est construite par les adultes. Par du désengagement, mais aussi par le fait de ne pas se sentir, de ne pas avoir la main, quoi. Et je pense que l'éco-anxiété, elle est beaucoup observée chez les ados et chez les enfants. On ferait bien de la regarder chez les adultes. Parce que dans le monde du travail et dans la structuration sociale actuelle, beaucoup d'adultes se sentent dépris, ou en tout cas en perte d'emprise avec la vie qu'ils ont. Je pense ici, il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le rapport au temps. Il y a un fil rouge dans ton intervention tout à l'heure, c'est le rapport au temps en fait qu'ont les gens sur le temps long, le temps court, le temps actif, le temps de repos, etc. Je pense qu'on est une société qui a oublié de travailler sur le rapport au temps, sur ce qu'on appelle les temporalités sociales. On fait comme si on était dans une dimension uniquement spatiale. On serait uniquement que de la géographie, et encore pas beaucoup. On est surtout une entité de travail, etc., etc. Mais on ne travaille jamais sur le rapport au temps des gens. Or, c'est quand même ce qui nous fonde. On est quand même constitué d'un rapport au temps et d'un rapport à l'espace. Alors moi je veux bien qu'on travaille au rapport à l'espace sur on va dehors, on éduque dehors, etc. Bien évidemment. Mais quand est-ce qu'on bosse le rapport au temps? Quand est-ce que... Et c'est la première chose que les gens vous disent, c'est la première chose qu'on se dit tous. C'est bonsoir, j'ai le temps de rien, je passe mon temps à faire des trucs qui n'ont aucun sens, je me sens bouffé par le temps, je me sens débordé, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, etc. Et là, concernant la transition écologique, le temps, on en dispose encore? On a toujours la main sur le temps, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Le temps qui passe, le temps qui fait? Non, mais on est dans un phénomène d'urgence. Clairement, on est dans un phénomène d'urgence et il y a un hiatus entre le grand mouvement aujourd'hui sur, par exemple, l'école du dehors, la mobilisation des acteurs, la mobilisation de l'éducation à l'environnement, dont je rappelle quand même que c'est un secteur qui est quand même précaire. Enfin, moi je veux bien qu'on dise qu'il y a un rouleau compresseur, qu'il y a des éducateurs et vivent les bénévoles. Enfin, quand même, le secteur de l'éducation à l'environnement est quand même un milieu contraint, avec peu de moyens. Il faut voir les niveaux de salaire, il faut voir le non-accès à la formation. Les structures sont sur des financements annuels très précaires. Enfin, c'est quand même un milieu qui se bouge, qui est créatif, innovant, avec 3 francs 4 cacahuètes, il faut quand même se le dire, quoi. Donc, oui, il y a des choses à faire. Je pense aussi qu'il faut un peu aller éduquer les adultes. Je pense ici éduquer dehors. Moi, je pense que, par exemple, nous, quand on travaille sur un projet d'aménagement urbain où on nous parle de nature en ville, etc., la première chose qu'on fait, c'est qu'on emmène les élus et les directeurs généraux de services et on va se balader. On a des approches sensibles aussi, c'est la première chose qu'on fait. On va se balader dans la ville et on sent les odeurs, on écoute les bruits, on regarde où est la nature, on regarde les arbres, où est-ce qu'ils sont, etc. etc. Voilà. Louis Espinassous, quand vous emmenez les gens découvrir la nature, donc les petits comme les grands, parce que vous emmenez tout le monde, les grands sont souvent plus surpris que les petits de ce qui les environne, ils font les plus grandes découvertes, à côté desquelles ils sont passés pendant 30, 40, 50 ans. Bonne question. Merci. Comment tu avais dit, voilà, je ne sais pas répondre à cette question. Il n'y a pas plus d'émerveillement chez les grands que chez les petits. En disant, on prend vraiment conscience de tout ce qui nous environne, c'est beau, c'est magnifique, et pourquoi on s'en préoccupe pas plus, quoi. Il n'y a pas de réaction de ce genre. Oui, ça peut arriver, nettement. Voilà, ça ne s'exprime pas peut-être de la même façon, justement, chez des adultes. Mettez bien en face. Voilà, c'est bon. Ça s'exprime peut-être pas de la même façon, effectivement, chez des adultes et chez des enfants. Les enfants, ils vivent les trucs, ils vivent, et ils grandissent.
Donc ça c'est l'essentiel. Et puis les adultes, ouais, je n'ai pas vraiment de réponse, mais effectivement le fait il y a des trucs par exemple, on allie les deux, on fait des stages séjours. On fait des stages séjours, vivre la vie d'un berger pendant une semaine. Et effectivement, ça fait des émerveillements chez les gens assez extraordinaires, qui ne sont pas forcément des événements nature, au sens où on l'entend, cette nature, etc. Mais voilà, quand vous avez des gens qui s'aperçoivent à 45 ans ou à 50 ans qu'ils n'ont jamais touché un animal domestique, qu'ils n'ont jamais touché une brebis, qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas foutus de dire si c'est une brebis ou une chèvre, et qui s'aperçoivent que voilà, qu'il peut avoir une relation à l'animal, qu'il peut y avoir une relation à l'âne que l'on a. Effectivement. Vous leur dites quoi dans ce cas-là? Quel temps perdu? Ah mais moi je cause le moins possible. Hein. Vous laissez la relation se nouer. Mais bien sûr, voilà. Et c'est dans le voilà, c'est ce que j'ai raconté déjà 3 fois, je crois. Vous connaissez tous l'amour platonique, hein, voilà. On est là, et puis, hein, je ne sais pas ton prénom, mais je t'aime, tu m'aimes, voilà. Mais surtout, on ne se touche pas, hein, et on reste à bonne distance. Sur le plan de la reproduction, c'est pas terrible, hein, mais j'avoue que depuis 53 ans que je vis avec mon amoureuse, si on s'était contenté de se dire je t'aime, tu m'aimes sans se toucher, et plus si affinité, mais ça je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà, ceci ne vous regarde pas. Je suppose qu'on serait plus ensemble parce qu'on se ferait tellement chier. Voilà. Et puis pour revenir à la nature, je raconte un truc, mais justement, voilà, et qui est très vendéen aussi. Dans le temps, quand on se mariait, c'était pour la vie. Hein. Le divorce n'existait pas ou autre. Donc avant de passer devant le curé, bon, le maire comptait pas beaucoup, mais avant de passer devant le curé, qu'est-ce qu'on faisait? D'abord, pendant 1, 2 ou 3 ans, on fréquentait. On fréquentait. Et c'est quand on avait fréquenté qu'on allait devant le curé parce qu'on disait que ça va être bon, que ça va tenir un certain temps. Qu'est-ce qu'on demande aux gens? C'est de l'amour platonique. C'est de ne pas fréquenter. Qu'est-ce qu'on demande aux gamins? C'est de prendre conscience que la nature, c'est vachement bien, ou bien de regarder un PowerPoint ou une vidéo que c'est vachement bien. Mais on ne va pas toucher, on ne va pas fréquenter, on ne va pas grimper dans l'arbre, on ne va pas, on en parlait, mettre les bottes. Mais qu'est-ce qui est génial pour un gamin quand tu mets les bottes? C'est qu'à un moment donné, la flotte, elle passe par-dessus la botte, sinon c'est pas marrant. Hein, voilà. Donc c'est permettre aux gamins que, effectivement, c'est pas bien ce que tu as fait. Hein. Voilà. Moi, je dis aux enfants, pour le rap de dessert pour les enfants pas sages. Ah non, si t'es sage, ça marche pas. Voilà. C'est faire des échos joyeux parce qu'ils fréquentent, parce qu'ils vivent, parce qu'ils sont pas dans l'amour platonique. Et l'amour platonique, ça donne effectivement. Voilà, des adultes éco-anxieux, des adultes désespérés. Voilà, tout le monde n'habite pas dans les Pyrénées-Atlantiques, on n'a pas la chance de voir Louis Espinassous régulièrement. Pour tous les autres, alors qu'est-ce qu'on leur fait faire pour qu'ils soient des échos joyeux? Tous les autres, j'en fais partie. Mon père avait 83 ans, il était, on ne le savait pas, mais on s'en doutait, à moins d'1 mois de son décès. Et c'est deux de ses petits-enfants, mon fils et puis une de ses cousines, ils ont pris chacun un des 2 bras du déambulateur et ils ont sorti mon papa, 83 ans, et comme ça, sur la terrasse de sa maison, devant les arbres qu'il avait plantés. Et ça a été, et j'en suis reconnaissant fabuleusement à mes enfants, le dernier plus grand bonheur de mon papa. Bien sûr que ma maman a 92 ans, ou ma belle-mère a 96 ans, elle n'en a rien à péter des ours et de me suivre dans mes montagnes, dans les ours et avec mes brebis. Mais ma belle-mère, elle dit, moi, vous savez Louis, elle me vous voit, vous savez Louis, moi, tous les matins, j'ouvre mes volets, j'ouvre la fenêtre, je reste 80 ans, je respire,
et je regarde le clocher de Fontenay-le-Comte, là, aidez-moi le nom, voilà, le clocher 2, et ça c'est mon bonheur. Voilà. Ouvrir la fenêtre, sortir les petits vieux sur le petit banc au soleil, sous les tilleuls et dans l'odeur du tilleul ou autre, ça suffit à leur bonheur. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Foutre des gamins dehors et qui se trempent les bottes, ça suffit à leur bonheur. Claire. Et qui deviennent des échos joyeux. Les échos joyeux. Comment vous faites des échos joyeux? Par la lecture? Qu'est-ce que vous faites lire à vos élèves? Eh bien, en 6e, on est sur du récit d'aventure et oui, du Jack London, des individus dans la nature. Et c'est assez parlant. Après, justement, quand on part en classe de neige, on fait du cani-rando dans la neige et on a des élèves qui peuvent être des élèves hyperactifs en classe, des élèves perturbateurs qui d'un coup se retrouvent en étant happés par ce qu'ils vivent et concentrés dans ce qu'ils vivent et c'est la plus grande victoire qu'on puisse avoir, bien sûr. Bien sûr. Donc, et au niveau des acquis, c'est plus efficace encore. Oui, parce qu'ils sont concentrés. Enfin, on parlait de la salle de classe. Une salle de classe, c'est une soupape. C'est 30 élèves, 30 enfants, plein d'énergie, qu'on force à rester assis pendant 7 heures. On ne le ferait pas, nous, finalement, en tant qu'adultes, rester 7 heures assis, on ne supporterait pas ça. Donc finalement, les laisser aller dehors, ça permet d'avoir... Alors oui, il y a des distractions, mais pour être plus concentré, et on parlait du rapport au temps, l'enfant a peut-être un rapport au temps qui n'est pas le même que l'adulte. L'enfant, il vit dans le présent. Et donc, en étant dans le présent, et toutes les préoccupations que nous, on peut avoir, finalement, le stress qu'on peut apporter, c'est l'adulte qui l'apporte à l'enfant. Donc, classe dehors. Allez, il faut faire vite, allez, on se dépêche. Classe dehors, vous le faites souvent? Je vais le faire, souvent. Non, mais ça tombe bien, on a une séquence sur la poésie, sur le haïku, qui est un poème japonais qui est là pour célébrer l'instant présent dans la nature, une fleur, une abeille qui se pose sur une fleur, le vent dans les arbres, et on ne peut pas demander à des élèves d'écrire un haïku dans une salle de classe. Donc oui, je vais le faire. Si on ne peut pas demander de le faire et de l'écrire dans une salle de classe, voilà. Ça peut être que dehors. Il faut le vivre. Et les haïkus, c'est fabuleux. Bon. Donc du coup, si on éduque, si on apprend à faire découvrir, on éduque, en montrant, etc., ça veut dire que la génération d'avant, elle est sacrifiée. Je vais revenir avec un dernier chiffre de sondage, parce qu'on ne va pas vous embêter avec ça. 75%, toujours des 15-25 ans, estiment que la génération précédente, donc celle des parents, mais ça peut être celle des grands-parents, est responsable de la situation actuelle. Donc grosso modo, ça va être à eux d'assumer les conneries des autres. C'est ce qui les déprime. Ça fait des échos anxieux. Alors comment faire des échos joyeux dans... Parce que Louis fait des échos joyeux, mais vous voyez beaucoup d'échos anxieux. Oui. Donc prenez le micro peut-être. Donc tout passe par l'éducation ou pas? Donc pour les jeunes, encore en formation, ils vont encore à l'école, etc. Oui, Céline, non? L'éducation, c'est de la vie. Alors attendez, Patrick et puis Céline. Non, je pense que tout passe pas par l'éducation. L'éducation, elle peut se faire dans toutes les sphères de la vie, à tous les âges. J'ai bien aimé la référence à l'éducation populaire, je pense qu'on a un peu oublié. Tout le monde est éducable, voilà, on va poser ça, on devrait poser ça sur nos frontons de mairie. C'est vrai que la vision des jeunes de la responsabilité adulte, elle est écrasante, elle écrase quoi. Je pense que justement l'éco-anxiété est liée à la fois au sentiment de déprise et de ne pas avoir le pouvoir sur les choses, mais elle est aussi au regard, le regard posé sur la responsabilité adulte est très noir, est très dur, très rude quand on parle avec les adolescents et les jeunes adultes. La responsabilité, elle est quand même très politique. Faut aussi se dire les choses, quoi. La responsabilité politique sur l'organisation des systèmes et qui organisent nos vies quotidiennes. Là, on parle de choses comme je prends ma voiture le matin, ou comment je vais au travail, qu'est-ce que je mange, quel revenu disponible j'ai pour manger. C'est ce que je disais ce matin dans mon intervention. 30% des Français ne mangent pas 3 repas par jour. Hein. Enfin, là, on est quand même dans des choses qui sont rudes. Et c'est difficile de sortir de soi, de regarder la nature et son milieu ambiant quand on a un peu faim, quand on ne sait pas comment on va finir le mois, quand on a la banque qui appelle parce qu'on est à découvert, etc. C'est quand même difficile de sortir de soi
quand on a des préoccupations... Quand on ne peut pas se soigner non qui plus, sont un en peu milieu rural, un quotidien. Français sur deux renonce aux soins parce qu'il y a des déserts médicaux. Voilà, il ne faut pas dresser un tableau trop noir non plus, mais il faut quand même voir la réalité de la vie sociale d'un bon nombre d'entre nous qui est quand même pas simple et qui empêche justement l'éco-joyeuseté, je sais pas quoi, ou le bonheur simple, simplement d'être dehors et du rapport à l'autre, quoi. Et beaucoup de gens sont quand même très en eux-mêmes, justement par des difficultés très quotidiennes et extrêmement triviales. Je pense ici notamment, pour avoir travaillé récemment là-dessus, sur les familles monoparentales, les femmes avec des contrats de 20 heures, qui ont quand même des revenus qui sont dans une grande précarité, etc. etc. C'est difficile d'arriver, et avec de l'éducation à l'environnement, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, au contraire, je pense que c'est tout à fait pas la priorité. indispensable et possible, mais on se heurte au fait que ce n'est pas du tout la priorité, quoi. Et je pense qu'il faut être vigilant à ça. Je pense que l'éducabilité, elle se propose aussi aux adultes, je pense qu'elle se propose aux élus et qu'il faut travailler la décision politique. Et je pense qu'on a un problème, notamment en France, c'est que la confiance accordée dans les gouvernants, si vous regardez les sondages, les enquêtes qui sont réalisées, la confiance est la plus faible en Europe. Alors que la France, après tout, n'est pas le pire pays du monde, hein, mais en France, on a une jeunesse et un monde adulte qui n'a plus du tout confiance dans la responsabilité politique. Et ça, outre le problème démocratique que ça pose, fondamental, ça pose aussi un problème du sentiment à agir, ou en tout cas de donner sa confiance au monde adulte pour structurer une vie sociale acceptable pour le plus grand nombre. Céline, vous vouliez dire quelque chose? Oui. Bon, après, je pourrais débattre avec Patrick sur les convergences de lutte et sur le fait que l'écoféminisme est en marche. Et je pense qu'il y a de quoi se réjouir et qu'il y a plein de jeunes qui, c'est pas parce qu'ils vont pas dans les bureaux de vote, qui s'engagent pas et qui luttent pas. Non, mais il y a plein de formes d'engagement. Bon, la question était, je ne sais plus du coup, mais en tout cas, je pense que, enfin, les neurologues le disent, on est câblé pour aimer et pour apprendre. Et c'est tout au long de la vie, évidemment. Après, nous, on sait aussi que dès qu'on s'y prendrait le plus jeune âge, dès le départ, oui, parce que forcément, ça va nous façonner, et ça va façonner notre rapport au monde, et ça va construire et notre intimité, et notre lien. Et la génération des parents, dont les enfants disent, les jeunes disent qu'ils sont responsables, elle est sacrifiée ou pas en matière d'environnement? On l'oublie, ou elle a encore des choses à faire? Patrick nous dit qu'on peut apprendre à tout âge. Ah bah oui, il n'est jamais trop tard. Et Louis disait qu'il ne savait pas trop comment les adultes vivaient les expériences de nature. Nous, on est convaincus, on le voit quand on fait des formations, des stages, les adultes sont touchés et à un moment donné, il y a quelque chose qui se révèle, il y a une bascule qui se fait à l'intérieur d'eux, où ils ressortent de là, où ils se disent « mais moi c'est tout, là, demain, je ne vais plus vivre de la même manière et je ne peux pas faire autrement que de devenir à mon tour passeur de nature ou d'agir autrement ». Et c'est tellement, ils ont tellement vécu quelque chose d'extraordinaire. Même avec de la nature ordinaire, il n'y a pas besoin d'aller dans des endroits extraordinaires. Il suffit d'apprendre à regarder, à observer et d'être accompagné. Et nous, chez les CPN, on outille à tout âge. Et c'est les adultes aussi qui se plongent avec des lisses dans la hulotte ou dans les cahiers techniques pour apprendre plein de choses un peu croustillantes sur la nature, des petits détails. Cet après-midi, on a fait une petite balade, on est allé photographier les plantes autour de nous et on va apprendre à les nommer parce que ça nous émerveille et on va chercher notre âme d'enfant. Donc, et c'est pour ça, c'est ça qui nous motive aussi intérieurement à avoir envie que tout le monde s'y mette. C'est combien de jeunes, combien de participants au Club Nature chaque année en France? 15 000 gamins qui vont tous les mercredis dehors avec des passeurs de nature motivés, qui soient parents. Il n'y en a jamais eu autant? Ah maintenant ça cesse de monter et puis ça se développe aussi sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, dans d'autres pays en Europe. Est-ce que ça peut être des petits ambassadeurs pour leurs parents sans faire porter la responsabilité, Louis, on a bien compris? Si vous voulez, mais en fait c'est surtout le plaisir d'apprendre ensemble. Quand on a plaisir à apprendre, on a plaisir aussi à passer, non? À transmettre, bien sûr, tout à fait. On transmet à notre manière. Ouais. Salomé, vous avez transmis beaucoup de choses à vos parents qui vous ont envoyé toute petite au Club Nature? Je ne sais pas si j'ai transmis beaucoup de choses, mais je pense qu'on éveille quand même la curiosité quand on est autour de la table le soir puis qu'on raconte sa journée, ce qu'on a pu faire en Club Nature. Forcément, puisqu'on aime apprendre à tout âge, je pense qu'il y a quelque chose qui éveille la curiosité. Alors après, qu'est-ce que les adultes en font? Ça, c'est une autre question, forcément. Mais au moins, oui, c'est ça, cette curiosité, elle est titillée, on va dire. Je regarde l'heure Hervé. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à vos invités, aux intervenants?
Moi j'en ai encore, hein, mais bien partagé. Non. N'hésitez pas. Tu veux dire quelque chose, Hervé? Oui, je vais dire quelque chose. C'est pas une... Je vais faire la question puis la réponse. Ah, plus simple. Alors, c'est la question. Oui, la question, c'est est-ce que les jeunes donc, considèrent que c'est la génération d'avant qui est responsable? C'est ça, je l'ai posé, ça fait mieux. Est-ce que tu ne crois pas qu'Hervé, les jeunes pensent que la génération d'avant est responsable? Ouais. Bah si. si. Et puis ils peuvent le marteler parce qu'ils ont vraiment raison. La génération ou les générations? Voilà, j'allais dire. Là et les parents et grands-parents, quand même, ma génération est une destructrice d'environnement. C'est pas la peine de se donner la face quand même. Et oui, par omission, sans vouloir le faire. c'est un problème culturel, c'est sûr qu'on a une culture qui nous a amené à faire ça. On a brevet de pub, on surconsomme, c'est un fait de société. Hein. Moi j'ai vraiment pas beaucoup d'emprise là-dessus, quasiment pas même, enfin j'essaie un peu avec notre petite association la Cicadelle, mais on n'a quand même pas beaucoup d'emprise. C'est très difficile. Et ils ont raison. Après, est-ce qu'ils font mieux que nous? Outre-tombe, j'aimerais vous en reparler. Ça, c'est pas gagné quand même, hein, parce que l'engagement des jeunes, il existe, mais enfin, on n'est pas à 80%, hein, on en est très loin. Donc, ça sera peut-être pas si simple que ça. Et je m'excuse Céline, je vais peut-être te vexer, mais 15 000 enfants dans les clubs nature à l'échelle de la France, 65 millions de personnes, 68. Oui, 68,4. C'est vraiment très peu. Hein. Je voudrais pas être... Alors, moi, au niveau de la Cicadelle, c'est la même chose. Christian, je vais parler pour toi, président de la Cicadelle. Quand on discute avec Christian, il me dit pour que ça soit efficace, les clubs nature, il faudrait un club nature pour 1000 habitants. Bon, en Vendée, il y a peut-être 60 clubs nature. Les notes, plus quelques autres associations qu'en font, il faut multiplier par 10. Hein. Si on veut vraiment toucher tout le monde, il faut multiplier par 10. Et puis il faudrait des capacités d'accession. Les 30% qui ne mangent pas correctement, il faudrait qu'ils puissent eux aussi en profiter. Aujourd'hui, ils n'en profitent pas, hein, parce que le tarif est bien trop élevé. Donc eux, on ne les voit pas, c'est sûr. Donc il y a cette culture d'être proche de la nature pour entraîner une protection de l'environnement plus simple. On en est quand même drôlement loin. Et puis, on lutte, il y a beaucoup de choses qui se font, école dehors, plein de choses qui se font, forest school, truc, machin. On a quand même une société qui nous entraîne dans une galère écologique. Et les clubs nature, à l'échelle qu'ils sont, ils auront quand même beaucoup de mal au niveau que l'on est. J'y ai toujours cru que ça pouvait transformer les choses, mais pas à l'échelle où on a travaillé. L'échelle où on a travaillé, c'est peanuts, c'est vraiment rien du tout. Et ça, alors là, il faudrait démultiplier ça. Je suis bien conscient qu'il y a des codes dehors, que c'est beaucoup mieux. Et tant mieux. Il faudra multiplier. On est quand même très loin du compte. Je l'ai dit ce matin, là, dans ma commune, on va faire une salle de sport, 2 millions d'euros. Le prix a noté le chiffre. Je l'avais dit au conseil municipal à Nîmes, hein, tu te souviens. On peut faire un club nature Cicadelle pendant 2600 ans avec le prix de la salle de sport. Donc on est sur des échelles, mais complètement délirantes. La communauté de communes, on programme 14 millions d'euros sur 10 ans pour la mobilité douce. C'est génial la mobilité douce. Donnez-moi 14 millions d'euros pendant 10 ans pour faire de l'éducation à la nature. Je vais mettre 28 animateurs dans le canton de Saint-Fulgent-les-Essarts à faire que ça pendant 10 ans. Je vous garantis qu'il y aura des résultats. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on est à 0,8. On n'est pas à 28, on est à 0,8. C'est peanuts. Donc, on est sur quand même des échelles pour transformer cette société qui sont très faibles. On met aujourd'hui bien plus de budget sur l'éducation au sport, bien plus de budget sur l'éducation sexuelle. Ce qui n'est pas incompatible. Comment? Ce qui n'est pas incompatible, c'est pas à la place de. Pas du tout, la salle de sport, on fait très bien de la faire, elle est très bien, il y a des gamins qui jouent au basket dedans. Mais il faudrait plus pour la nature. Mais franchement, il y a une urgence écologique, ça je partage.
sauf que Sylvie Hout, qui était là ce matin, toute la journée là, avec nous, répétait, je ne sais pas combien de fois, et Hervé, les plus de 30 ans, pour les changer, c'est vraiment compliqué. Bon, si je caricature, les plus de 30 ans, c'est mort. On ne changera pas. Alors certes, on peut faire de l'éducation toute la vie, mais c'est quand même difficile. Et si on travaille beaucoup sur les enfants, ce que moi je souhaiterais depuis que je fais la cicadelle, ça va quand même mettre 30-40 ans à payer. Hein. L'éducation, c'est un levier hyper efficace pour transformer les sociétés, mais c'est pas automatique. Hein. Ça prend quand même un petit peu de temps. L'éducation, c'est la répétition. C'est la répétition et c'est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Moyen long terme, ça dépend de ce qu'on met derrière le terme, le long terme. Enfin, globalement, avant qu'on ait des effets hyper tangibles et que les jeunes d'aujourd'hui puissent être fiers par rapport à leurs enfants, parce que leurs enfants leur diront vous avez vraiment fait quelque chose pour l'enfant. Vous nous rendez une belle planète, c'est ça ? Voilà. Vous nous laissez une belle planète. Ouais, on est quand même très 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 loin du compte. Hein. Ça va quand même être très compliqué. Louis veut dire quelque chose. Je suis d'une génération qui disait finis ta soupe parce qu'il y a des petits Chinois qui meurent de faim. Je suis d'une génération qui disait finis ta soupe parce qu'il y a des petits Chinois qui meurent de faim. Je ne crois pas que le fait de finir ma soupe ait beaucoup changé des choses au sort des petits Chinois qui mouraient de faim. Je suis d'une génération d'animateurs nature qui s'est entendu dire « Qu'est-ce que tu nous emmerdes et qu'est-ce que tu perds ton temps à t'occuper des petites fleurs et des petits oiseaux ?» alors qu'il y a effectivement des handicapés qui sont dans la merde, qu'il y a des taudis et des gens, etc. Donc qu'est-ce que tu nous emmerdes avec des petites fleurs et des petits oiseaux ? Colibri, je fais ma part, je peux pas... Et puis, le vieux qui était sur son lit de mort, et puis qui avait le sourire, et qui, ses dernières paroles, ça a été « j'ai pas changé le monde, mais je pars content, j'ai un petit peu changé ma rue. » Voilà, ne demandons pas aux animateurs nature, aux éducateurs nature, bénévoles et autres, de changer la politique planétaire. Ne demandons pas de changer la politique nationale. Ne demandons pas aux éducateurs nature de résoudre le problème des mères célibataires qui ne peuvent plus. Demandons-nous de faire notre part et de faire avancer le monde et que quand on disparaisse, ce soit avec le sourire en se disant « j'ai pas changé le monde, mais j'ai un peu changé quelques gamins ou quelques adultes » et voilà, je vous raconte juste une petite anecdote qui n'est pas de moi, mais il y en aurait de moi. C'est une amie, Annie Toulette, instit, à la retraite, qui marche dans une rue piétonne de Pau, et puis en face d'elle, il y a une dame qui arrive et puis qui se trémousse un petit peu, puis qui finalement se plante devant elle et lui dit « Pardon madame, excusez-moi, je dis peut-être une bêtise, mais est-ce que vous n'êtes pas institutrice ?» Je ne suis plus institutrice, mais je l'ai été. Alors vous avez été institutrice à Stanislas-Lavigne il y a à peu près 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais institutrice à Lavigne. Alors voilà, je suis contente de vous avoir reconnu parce que mon fils est actuellement reporter international et je puis vous affirmer, alors des fois j'arrive pas à finir parce que je suis trop ému, je puis vous affirmer que c'est avec vous, dans votre classe, qu'il a acquis ce goût pour le monde et ce goût pour les autres, qu'il est actuellement reporter international. Je ne sais pas si elle a fait grand-chose d'autre dans sa vie, je sais qu'elle a fait grand-chose d'autre. Rien que s'il avait fait que ça, c'est fabuleux. Question, monsieur. Notre job, c'est ça. Question ou remarque en forme de question, ou question en forme de remarque. Je voudrais
appuyer ce qu'a développé Hervé, à savoir que là, visiblement, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et en effet, on a des signes encourageants qui sont des micro-signes. Ce que raconte Louis, nous aussi, on a rencontré déjà des gens qui viennent nous voir en nous disant « Oh merci, j'étais dans ton club nature et maintenant je suis chef d'entreprise, et ben j'ai fait ça dans mon entreprise » ou « Je suis élu, et ben j'ai pris cette décision, merci, je suis passé dans un club nature ». Alors on a en effet quelques signes comme ça, mais alors je rejoins Hervé, on n'est pas du tout à la hauteur, et ce qui nous manque, visiblement, c'est que dans les organisations des communes, des communautés de communes, dans les territoires, aujourd'hui, on n'a pas encore franchi le pas de la décision. On n'a pas encore décidé que c'était le temps d'y aller, que l'heure était venue de remettre les enfants dehors. On n'a pas franchi ce cap de la décision, et c'est ça qui manque. Donc, on a quand même de l'espoir, puisque quand même le travail qu'on fait moi j'ai du mal à scinder ce qui se fait dans le cadre de l'école du dehors, dans les aires terrestres éducatives, dans les clubs, dans les forest schools. C'est un tout. Il faut arrêter peut-être de les distinguer et avoir un raisonnement plus global, comme on disait cet après-midi, vraiment développer l'intention d'éduquer nos populations à la nature, changer leur regard, les outiller, et ça c'est un travail qui peut s'organiser dans les territoires, mais il faut qu'il y ait une décision, et cette décision, elle n'est pas prise. Si, décision de Christelle de mettre les enfants dehors, d'Hervé avec la cicadelle, mais il n'y a pas encore un choix politique fort qui a été prononcé, et c'est ça qui nous manque. Alors il faut s'y mettre. Oui, peut-être. Le micro. Ouais, j'aurais juste tendance à reprendre un peu ce que tu dis en disant on n'est pas à la hauteur, et je sais pas si c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Je pense que ceux qui sont pas à la hauteur, ce qui n'est pas à la hauteur, c'est la décision politique. Une fois qu'on a dit ça, peut-être que nous, on ne sait pas très bien convaincre aussi, peut-être, c'est une question. Est-ce qu'on sait argumenter face à la décision ou aux décideurs politiques? C'est une vraie question. Moi, je suis sociologue, j'ai beaucoup entendu les sociologues râler pendant des dizaines d'années en disant « mais personne ne comprend la sociologie, on est vraiment pris pour des cons, il n'y en a que pour la psychologie sociale, etc. etc. » La première question à poser, c'est qu'ont fait les sociologues pour expliquer leur job? Pas grand-chose. Ensuite, j'ai travaillé en promotion de la santé, en éducation pour la santé. Tout le monde a râlé en disant l'éducation pour la santé, personne ne comprend, les décisions politiques ne suivent pas, etc., etc. La vraie question, c'est qu'a fait l'éducation pour la santé pour construire du plaidoyer et pour orienter, travailler la décision politique qui reste irrationnelle. Une décision politique, elle ne se prend pas de manière rationnelle autour du bien-être, autour d'arguments extrêmement structurés, autour de la raison. Une décision politique, elle se prend comme des décisions que tu prends toi, que je prends moi, c'est-à-dire qu'on fait la balance coût-bénéfice avec la petite colonne des plus, la petite colonne des moins, avec des arguments tous plus pléthoriques, et puis à un moment, il y a une décision qui se prend, et finalement, ça reste une boîte noire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut se mettre en situation d'argumenter et d'orienter la décision publique, ça c'est sûr. Parce que les élus ne sont pas tous méchants, vilains, stupides, etc. Donc il faut se mettre en capacité d'orienter la décision publique, ça c'est évident. Et il faut travailler la décision, je vais dire au corps, quoi. C'est un travail là aussi d'éducation et de longue haleine. Et il faut peut-être qu'on travaille cette décision pour avoir des effets leviers, c'est-à-dire qu'on sorte de l'initiative individuelle et qu'on sorte de l'intention individuelle, pour arriver à faire des effets système. Enfin, on appelle ça des effets système, quoi. Donc, ça va bien au-delà de l'enveloppe financière, bien au-delà de l'enveloppe financière. Et je pense que, collectivement, il me semble qu'on a un travail à faire, nous, éducateurs et ceux qui travaillons dans le domaine, pour réfléchir sur comment, à un moment, on parle aux élus, comment on argumente, comment on défend les budgets, comment on défend l'utilité sociale de ce qu'on fait, indépendamment de la conviction. La conviction, ça suffira jamais.
Ça ne suffira pas en disant mais c'est évident. Il n'y a pas d'évidence dans les politiques publiques. Surtout que les budgets sont contraints. Donc en fait, dans ce budget contraint, l'élu il va faire des choix. Il va faire des choix entre un rond-point, un gymnase, une salle de spectacle, etc. Ce qui reste pour un élu, c'est fondamentalement du bâti. C'est d'avoir son nom sur un rond-point, une salle de sport, une salle de spectacle. C'est du dur, quoi, parce que ça va résister au temps. Encore une histoire de temps. Et donc, c'est pas simplement de compter les fleurs, ils s'en foutent. C'est pas ça qui va rester dans la mémoire d'une collectivité ou d'un territoire. Et donc, il faut qu'on se mette, nous, collectivement, en situation d'argumenter auprès des politiques, en leur disant, éduquer dehors ou éduquer à la nature, ça a une utilité sociale. Vraiment. Enfin, il me semble que là, on a un boulot à faire, qu'on est, moi le premier, hein, je me mets vraiment dedans, on n'est pas très très bon. Il faudra que tu nous apprennes, parce que moi, j'y arrive pas. Attends, Hervé, on a une question. Allez-y. Moi, ma question, c'est les élus, comment on peut faire pour qu'ils sortent dehors? Parce qu'à partir du moment où on sort dehors, la magie, en général, elle opère, c'est comme ce qu'on fait avec les enfants. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où peut-être une décision pourrait être prise. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes éducatrice, c'est ça? Je travaille à la Cicadelle depuis 2 mois et avant je faisais l'animation nature dans d'autres structures. Qui répond? Qui veut répondre? Je répondrai aussi. Moi, je pense que les élus, ils sortent dehors quand on leur parle d'un projet très concret. Je pense qu'un élu, par exemple, nous, on arrive à les faire sortir dehors sur des balades urbaines ou sur des balades nature en ville, etc., quand ils ont mis... Qu'est-ce qui fait qu'un élu, par exemple, nantais de Nantes Métropole, et que des services très techniques vont tout d'un coup dehors voir la nature en ville? C'est parce qu'ils ont mis 1,7 milliard pour restructurer le cœur de la ville de Nantes. 1,7 milliard. Donc, tout d'un coup, on leur dit, mais, et la nature là-dedans? Et du coup, c'est un projet très concret. Hein, c'est des urbanistes, des paysagistes, des gens qui structurent le milieu de vie. Et en fait, on arrive à les faire sortir, non pas sur de la conviction ou de l'intention, mais parce qu'il y a un projet là, il y a des plans, il y a des trames, il y a des immeubles à construire, etc. Et du coup, on les fait sortir. Et c'est valable aussi pour les petites communes. Moi, je travaille beaucoup au milieu de moyenne montagne et du milieu rural. Et on arrive à les emmener dehors, en fait, à partir de quelque chose qu'ils portent eux, et pas nous. Et que ce projet, c'est le projet peut-être de leur vie. Et donc, ils sentent qu'il y a un intérêt à aller dehors et à bien le faire, à le faire entre guillemets proprement. Et je pense que cette motivation, elle est forte, c'est d'avoir un projet très concret. Et pas simplement sur une idée, mais venez dehors, vous allez voir, la magie va opérer. Je crains que ça ne marche pas beaucoup. Mais par contre, quand on est sur du concret, du tangible, qui les concerne, qui les touche vraiment parce qu'ils y ont un enjeu en tant qu'élu, en tant que personnel, intime. Oui. Là, on y arrive. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un enjeu pour eux. Hervé? Oui, mais j'ai encore donné ma petite touche de pessimisme, je m'excuse. Mais... J'aimerais bien entendre des échos joyeux. Moi. Ouais, Emmanuel, c'est sûr que c'est terrible, hein, malheureusement. Là, je vais prendre ma casquette d'élu, d'adjoint au maire d'une petite commune rurale de Vendée. Qui s'appelle comment? La Copchanière. 15 élus, amener les élus dehors, pourquoi pas, c'est très bien, mais je vous garantis quand même que pour faire planter 6 arbres, c'est quand même une sacrée galère. Et les élus de la commune, ils sont très représentatifs de la population, franchement. Sur ces 15 élus, il y en a un qui est très branché écologie, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de 1/15e de la population qui soit dans cet état d'esprit. Je pense que les élus, alors c'était dans des grandes villes comme Nantes, j'ai du mal à maîtriser, parce que je ne connais pas bien comment ça fonctionne. Mais dans une petite commune rurale, il faudra aussi que la population avance dans son désir d'environnement. Parce que les élus se caleront là-dessus aussi. Ils seront représentatifs de leur population qui a plus envie d'environnement. Et puis en plus, ils n'auront pas ce sentiment de blocage quand il faut revenir vers la population pour lui expliquer ce qu'on va faire. Parce que c'est pas évident. Donc l'élu sensibilisé, si on utilise ce mot qui n'est pas toujours très bien
utilisé, hein, Patrick. Sensibiliser les élus seulement, alors là, ça ne marchera pas. Hein. Moi, j'y crois pas. Il faut que la population aussi monte en envie d'eux. Parce que les élus, ils sont des élus du peuple. La population qui est choisie. Voilà. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux qu'il faut fabriquer entre les élus et leur population. Si on se questionne que les élus, bah, ça ne marche pas. Il y a un début d'enclenchement, puis plouf. Mais quand tu leur parles, les 14 autres, ils t'écoutent? Je réponds comment? Sincèrement. Non. Quand j'ai été élu, j'avais croisé un copain, que je n'avais pas vu depuis des années, qui était élu d'une commune du sud de Nantes. Il m'avait dit, moi j'ai fait 3 mandats, quand tu es écologiste dans un conseil municipal d'une petite commune et que tu es tout seul, tu n'arrives à rien. Voilà. Bon, c'est quand même la réalité des faits. C'est très compliqué, parce qu'il y a des blocages culturels. Et la population, dans sa majorité, n'est pas prête. Donc, globalement, je vais prendre un exemple très concret. Il y a une année, moi j'étais fou de joie parce que la machine qui fauchait les bas-côtés des routes est tombée en rade au mois de mai. Du coup, on a fauché fin juin. Parce que pour la biodiversité, c'est ce qu'il faudrait faucher fin juin, voire plus tard, tous les âges. Mais dans les faits, il y avait un défilé de gens à la mairie qui râlaient. C'est dangereux, c'est pas propre. Et donc, pour la maire Madame la maire qui reçoit tous ces gens qui râlent, c'est quand même pas évident à gérer. Ça, faut bien l'avouer. À l'inverse, il y a aussi des populations qui se mobilisent quand il faut faire, justement, Patrick en parlait, un rond-point, etc. Il faut couper des arbres, et là, il y a des comités Je vais citer un autre exemple par rapport à la coupe des arbres, parce qu'on l'a connu sur la commune. Ça, c'est les échos joyeux. Il y a un agriculteur qui a arraché une haie bocagère magnifique. Les habitants d'à côté, ils n'étaient pas contents. Parmi ceux qui râlaient, il y en a qui avaient de la pousse synthétique chez eux. Donc vous voyez, l'incohérence, elle est réelle aussi. Donc c'est vraiment pas simple quand même. Hein. Et je le redis, que les élus, ça suffira pas. Je pense quand même que pour que l'environnement, la cause environnementale, elle avance et il y ait une urgence, il faut quand même que les populations rentrent dans la démarche. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire des plus de 30 ans, des moins de 10 ans. Bon, je pense quand même qu'il faut éduquer tout le monde, mais il faut vraiment focaliser sur les jeunes parce qu'il y aura un effet d'entraînement qui sera plus grand. Il y a un jeune qui veut nous poser une question là-bas. Ah, ça c'est très flatteur, merci beaucoup. Samuel est jeune. Alors Samuel, tu prends la parole, je l'ai eu comme gamin en club nature. Alors justement, merci. Je sais qu'Hervé aime beaucoup dire ça et vraiment je m'en félicite, merci beaucoup en tout cas. Tu as en effet participé. Vous faites quoi Samuel aujourd'hui? Je suis désolé, j'ai mal viré, je suis éduque nature aussi. Et en fait, alors justement, tu as en effet fait partie des gens qui m'ont incité pour faire ce travail-là, même si je n'ai pas le seul, mais tu en as une part de responsabilité. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Ça fait 40 ans maintenant que la Cicatel bosse pour faire de l'éducation à l'environnement. Tu dis que le résultat, il est très pessimiste. François, tu disais aussi un petit peu ça, qu'en effet, on avait du mal à gagner tout ça. Mais tu le sais, je vais rien t'apprendre, bien entendu, Hervé, mais quand on fait une sortie nature, par exemple avec une classe, avec des enfants, les enfants reviennent à la maison. Les parents disent, alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Le gamin, il dit, rien. On a pique-niqué, c'était bon. 6 mois plus tard, le gamin, il va dire, dans une balade au bord de la mare, parce que je sais que vous aimez bien ça, vous en faites quand même beaucoup et bien à la Cicadelle, ils vont trouver un tétard, ils vont dire, oh regarde maman, ça c'est un tétard. Et là, la mère, elle dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est malin, je sais pas où est-ce qu'il a appris ça. Donc en fait, on n'a aucune prise sur je pense qu'on n'a aucune prise sur tous les bénéfices que vous avez pu apporter. Ces bénéfices, ils peuvent être à plusieurs étages. Moi, je suis très content d'être éduque nature aujourd'hui et j'espère que j'ai un petit rôle là-dedans, qui sera le rôle du fait sa barre. Hein, merci à Louis, c'est exactement ça. Mais par contre, il y a toutes ces petites choses-là qui ont été semées, dont on n'a aucune perception. Et un gamin, maintenant, il sait ce que c'est qu'un tétard, il a plein de choses sur la nature qui vont lui rester jusqu'à son âge adulte. Et là, en fait, vous avez quand même réussi à sensibiliser pour une génération de personnes. 40 ans, je ne me trompe pas en disant que c'est une génération, quoi. Et il l'a sorti au moment opportun, le gamin.
Il n'avait pas envie de raconter sa journée et il l'a sorti. Ah bah oui, non, mais le gamin, ce qui nous Alors intéresse, c'est des puis petits si on est aux anecdotes, ça me fait penser, il y a un lien avec la Vendée. C'est un monsieur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Pierre Barou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre Barou, qui était un auteur-compositeur, qui est le monsieur qui a composé La bicyclette pour Yves Montand, ou le fameux Shabadabada pour Claude Lelouch. Il vivait au Boubert, à côté d'ici. Et dans un film, son ami Claude Lelouch, il mène une troupe de comédiens, il s'arrête sur une aire d'autoroute, on retourne et il croise un camionneur, interprété par Gérard Lanvin, et les regards se croisent. Et une fois que le personnage du camionneur est parti, en prend son poids lourd, Pierre Barraud, le chef de troupe, dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur ? Ils n'ont fait que se croiser. » C'est un monsieur qui a des soucis, ouais, peut-être, on peut imaginer que, peu importe ce qu'il a. On l'a croisé, maintenant il fait partie de notre histoire, on fait partie de son histoire. Et juste pour Paul Tétart, la finalité de la phrase, il dit « Ben voilà, on ne sait jamais les traces qu'on laisse. » Voilà. Moi j'aime beaucoup cette phrase. Voilà, donc ça me permet de citer Pierre Barraud, qui est un monsieur charmant. Pardon ? Vous êtes vraiment érudit, merci. Okay. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'en effet, le coup du tétard, le gamin il n'a pas envie de le sortir, et ça lui est resté, maintenant c'est imprimé, et puis peut-être qu'il transmettra ça à ses enfants. Et là on parle d'un tétard, mais en fait il aura vu la barre, et du coup il sait ce que c'est que la barre. Et alors, du coup, moi je vous trouve en effet très pessimiste, je pense être un écho joyeux. Aujourd'hui mes enfants, enfin une de mes filles va à la Cicanelle, pour les stages d'été là, et voilà, ça fonctionne votre truc quoi. Mais t'as bien raison, hein. Tu vois, Hervé, tous ces petits enfants à semer des trucs et tu sais pas les traces que ça laisse. Non mais en fait, t'as quand même un pessimisme de petit personnage bourru qui est très agréable ceci dit, mais franchement, faut arrêter avec ça. Ça fait 40 ans que vous faites du boulot et que ce boulot il est efficace même si on ne voit pas les traces, et je pense que Patrick, c'est ce que vous avez eu l'air de dire à un moment, on ne les voit pas ces traces-là, mais elles sont là. Heureusement qu'il y a des traces, autrement, Christelle, je propose qu'on aille se pendre tout de suite, quoi. Enfin, non. Salomé et Claire en sont des exemples vivants. C'est une question de masse. Des traces de cicadelle. C'est une question de masse. Si ce qu'on a fait, c'est génial, et si je n'avais pas aimé le faire, tu l'aurais pas fait. Que je le ferais. S'il nous reste un quart d'heure, on peut encore donner la parole à Louis, si vous voulez. Mais il faut... Emmanuel, j'aurais une C'est quand question même une encore. question de masse. On peut être optimiste sur la petite partie qu'on a fabriquée, mais tu as tout le reste. Louis, pas trop long, parce qu'il y a une dame qui va intervenir. Voilà, juste élus, services techniques, juges, etc., etc. Tous ces gens-là, ces gens de pouvoir, ils ont tous été enfants. Ils ont tous été enfants. Et parmi eux, il y en a quelques-uns qui ont été des échos joyeux. Et c'est hyper important de s'appuyer sur ces gens-là, en leur faisant rappeler leur enfance. Qu'est-ce qui te faisait kiffer quand tu étais gamin ? Ah ben moi, c'était de faire les cons dans les arbres et de faire des cabanes dans les arbres. Tu as fait remonter ce souvenir chez l'élu, y compris national, chez le juge, etc. Il va juger différemment, il va prendre des décisions différentes. Et autre raison pour faire de l'éducation nature avec les gamins, parce que dans tous les gamins qu'on a, on ne sait pas, il y aura peut-être des connards d'éducateurs nature comme nous, tant pis, mais il y aura aussi des élus, aussi des juges, aussi, etc. Merci Louis. Une dernière question, madame. Oui, est-ce qu'il existe des clubs ou initiations nature auprès des adultes? Très bonne question, madame. Parce qu'on fait porter beaucoup de choses là, sur le dos des enfants par l'éducation, mais je me dis... Pas chez Louis, hein. Pas chez Louis. Hein. Non, puis là vous parlez devant un public convaincu, mais je me dis quand l'enfant retourne dans sa famille après un club nature, qu'est-ce qu'on fait de son après-midi? Les parents, pas pour la majorité, mais je suppose que certains parents se donnent bonne conscience en laissant l'enfant pendant 2 heures un mercredi après-midi. Mais qu'est-ce qu'on en fait au retour, quand l'enfant revient dans la famille? Comment est-ce qu'on aborde ça avec l'enfant? Enfin, je veux dire, c'est... Si on lui demande, il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait. C'est après que ça ressort. Voilà. Alors oui, il y a des clubs adultes, il y a des clubs... Les clubs, chacun le compose comme il veut, donc avec qui il veut, quand il veut. Donc dans votre village, dans votre quartier, vous pouvez créer votre club entre adultes, avec des enfants, avec qui vous voulez. Donc ça, c'est la marque de la diversité des CPN, il n'y a pas de souci. Et puis oui, ça marque l'enfant, c'est pas anodin. D'ailleurs, on le retrouve sur des postes clés. Les gens qui ont des postes clés à plein de niveaux d'échelle, on a fait un sondage, c'est parce qu'ils ont eu un jour dans leur vie un passeur de nature et une expérience de nature fondatrice et forte. Donc on sait que ça marche.
Les solutions, les clés, on les connaît. On manque de moyens. Aujourd'hui, effectivement, je suis complètement d'accord, on n'est pas à la hauteur parce qu'on n'a pas du tout d'enjeu. Il y a des coupes franches budgétaires, même au niveau gouvernemental, qui sont annoncées. Qui est-ce qui enlève en premier? Ils enlèvent la transition écologique. C'est ça, hop, ils sapent. Et nous, concrètement, on a toutes les associations qui vont en éducation populaire ou en éducation à la nature, sont aujourd'hui en souffrance en France, parce qu'en fait, on nous laisse les restes. Sauf que dans la nature, c'est plutôt les vautours qui prennent les restes, sauf que dans le système économique, c'est plutôt les vautours qui prennent la grosse partie. Et aujourd'hui, effectivement, nous, on a vraiment les miettes, et ça ne nous suffit pas. Donc on ne peut pas répondre aux enjeux. C'est dommage parce qu'on connaît les clés, et on a les clés, on est plusieurs à en faire l'expérience. Et ça fait 50 ans qu'on le fait, et on sait que ça marche. Pour les adultes, alors, ça fait des choses? Ah, pour les adultes, oui, ils peuvent créer leur club nature avec les copains, les copines. Allez-y, il n'est jamais trop tard. Non, mais je pose la question, est-ce qu'il existe des clubs nature, enfin des temps d'éducation à l'environnement pour les adultes? Est-ce qu'il y a déjà des choses d'organisées? Près de chez vous, c'est ça que vous voulez savoir? Non, je ne sais pas, dans vos expériences les uns les autres, est-ce qu'il existe des organisations? Au sein des CPL, il y a des clubs nature qui accueillent des adultes. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça existe. Christelle, vous voulez intervenir? Oui, je peux compléter parce qu'en fait, les pratiques de classe dehors, ça se fait forcément avec les parents. On est vraiment, quand on sort de l'école avec les enfants, on a besoin d'un plus grand taux d'encadrement. Donc les parents accompagnent ces pratiques, on est vraiment en coéducation. Et pour l'avoir vécu sur plusieurs années, c'est évident que la classe dehors, elle forme et elle transforme tous les adultes qui accompagnent ces pratiques. Donc les parents, comme les enseignants et comme les ADSEM. Oui, pour répondre à Marie-Dominique, parce que dans la question de Marie-Dominique, il y avait les clubs nature adultes, mais ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'est-ce que l'enfant qui a fait une activité nature à l'école ou en club, il ramène chez lui. Et c'est vrai que ça, c'est assez délicat comme situation, et c'est vrai que ça nécessite d'être bienveillant dans notre façon, tu l'as dit beaucoup Patrick ce matin dans ton intervention, ça nécessite d'être bienveillant vis-à-vis des enfants quand on fait de l'éducation à l'environnement. Parce que les parents, c'est très vrai à l'école, parce qu'on a tous les enfants, en club nature c'est un petit peu moins vrai, parce qu'il y a une sorte de défi entonnoir. Mais quand on intervient dans les écoles, on ne connaît pas ce que les parents disent à leurs enfants. On ne le sait pas. Par contre, quand on regarde des sondages sur la population, tu en citais un tout à l'heure, quand on voit qu'il y a 25% de la population qui est climato-sceptique, 40% qui n'ont quand même pas très chaude, on se dit, les enfants qui sont là, ils ont des parents comme ça. D'où la nécessité de ne pas faire porter aux gamins quand même le poids d'aller dire à leurs parents vous faites que des bêtises quoi. Là, faut quand même faire très très attention à la sécurité affective des enfants, pas les mettre en difficulté avec leur famille. Donc dans le discours qu'on transmet, faut bien mesurer. Et dans ce qu'on fait passer comme message, il faut bien mesurer pour ne pas mettre l'enfant en danger vis-à-vis de ses plus proches éducateurs que sont ses parents. Je pense qu'on n'est pas dans un discours, justement, on est dans du vécu et on est dans la connaissance. Donc après, on va l'outiller pour qu'il se fasse sa propre idée. C'est pas de l'idéologie, on ne transmet pas, il n'y a rien de partisan. Allez, je crois qu'il y a une dernière question, là c'est vraiment la dernière des dernières. Ouais, c'était juste une petite question sur justement la manière dont on regarde l'éducation à la nature. On parlait justement d'éduquer, de transmettre, etc. Aux enfants. Mais est-ce que globalement, est-ce que c'est pas juste un système général où ça pourrait permettre que là, dans les écoles, de transmettre aussi aux parents et finalement de dire que oui, effectivement, il y a 15 000 enfants en France qui vont avoir des après-midi. Au final, justement, sur tous ces temps-là où on va avoir cette possibilité-là de transmettre, au final, juste il y a tellement d'effets en cascade en fait autour de cette éducation-là. Est-ce que juste cet effet de masse, par exemple, dont vous parlez sur, ok, on arrive
sur l'éco-anxiété, combattre cette éco-anxiété, est-ce qu'au final, juste, ça apparaît comme une des solutions plurielles, l'éducation à l'environnement? Est-ce que justement, vous n'êtes pas en train de sauver le monde complètement parce que vous avez justement plein d'échelles, et moi je trouve super cool ce que vous faites aussi. Est-ce que vous savez pas le monde un petit peu en fait? J'ai pas tout. Je pense que là, on a tous les clés, on a le trousseau, il est bien lourd, on a plein de clés différentes. On manque encore de moyens. Il y a le sociologue qui va te répondre là-dessus. On terminera là-dessus. Qui va faire une tentative de réponse. J'ai compris dans ta question que c'était, mais finalement 15 000. Est-ce que c'est pas déjà beaucoup parce qu'il y a des effets en cascade et que participer à des clubs nature participe à réduire l'éco-anxiété? C'est ça, j'ai bien compris? Ouais. Oui, en tout cas, il faudrait regarder de près cette histoire en termes d'impact, mais oui, il me semble que ça peut participer grandement à réduire l'éco-anxiété pour la simple et bonne raison que de comprendre le milieu dans lequel on vit participe du sentiment d'emprise et de sentiment de contrôle, quoi. Encore une fois, c'est-à-dire mieux lire son environnement, le comprendre, se l'approprier, en fait, participe à avoir un peu de pouvoir dessus. Voilà. C'est pas mirobolant, mais ça participe à avoir le sentiment d'avoir un peu d'emprise sur les choses. Et ça, ce sentiment d'emprise ou d'avoir un peu la main et d'avoir un peu de pouvoir, en fait, ça fait baisser à très très court terme, en fait, l'éco-anxiété ou l'angoisse. Et donc, ça oui, moi je pense que les clubs nature, ce serait intéressant d'ailleurs comme étude à faire, à regarder comment les clubs nature, en fait, participent à la réduction d'éco-anxiété. Moi, il me semble que très clairement, oui. Salomé, Christelle, Céline, Claire, merci beaucoup. Merci Louis, merci Hervé, merci Patrick. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir, avec attention, Et donc, Christian, tu veux dire la suite? Ça fonctionne, non? Ouais. Donc moi, je suis content que tu aies relevé l'idée de... Il faut vraiment se mettre ce projet de un club nature pour 1000 habitants. Moi, j'en reste convaincu. Il faut massifier si on veut avoir un résultat. Il faut être très fier de ce qu'on fait. Il faut tous être très 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 fiers de ce qu'on fait, mais il faut vraiment changer d'échelle si on veut. Et comme ça a été dit, ça rassemble à chaque fois. Et ça marche à tous les coups. Tous les clubs nature, qu'on le fasse avec des gens qui ont des appétits pour ça, qui ont des antécédents ou pas, ça marche à tous les coups. C'est accessible, la matière est disponible, elle ne coûte pas cher aux collectivités, donc il faut vraiment, c'est le message qu'il faut qu'on remonte vers M. Retailleau à nouveau et vers les élus, il faut viser de faire ce type de changement d'échelle. Donc je vous remercie tous, le débat était vraiment passionnant, merci à l'animateur, merci aux personnes qui étaient présentes. Généralement, je me lâche dans les débats, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai mon esprit par ailleurs, et là on était pourtant à l'intérieur, et j'ai resté captivé par tout ce que vous avez dit, donc je suis très très content de ce que vous avez fait. Et puis merci à tout le monde d'avoir assisté à ce débat. Merci à vous.